Merci encore une fois à toutes et à tous d'être présents. On attend une petite cinquantaine de personnes aujourd'hui qui se sont inscrites et inscrits à ce webinaire. Ce que je vous propose, c'est déjà Déborah et Laurie de dire un petit mot pour vous présenter. On reviendra plus dans le détail de ce que vous faites, mais déjà dans les grandes lignes, je vous laisse vous présenter. Vas-y, Oui, Déborah. et ben, enchantée, bonjour à tous et à toutes. Je suis Déborah Gaillard, je suis consultante RSE et je me suis spécialisée justement sur l'accompagnement des entreprises sur les sujets de santé des femmes au travail. Donc, j'ai fondé Naturosé, j'en dirai un mot juste après. Super, Et je suis biologiste de formation dans la santé. Voilà. super. Merci beaucoup. Et Laurie aussi, je te laisse te présenter et on reviendra un Eh peu plus bien, aussi sur ta structure après. yes. Eh bien, Laurie Maurice, je suis directrice générale de Shodo Paris, donc qui est une ESN, une entreprise de services du numérique. Donc j'expliquerai un petit peu plus Vous tard êtes ce que là-dessus. c'est. Ouais. Voilà ce que c'est. Et notre différenciant, c'est qu'on a un modèle qui est quand même basé sur la justice sociale. Et moi, en tant que DG, j'ai apporté une politique RH en faveur de la mixité et de l'égalité des genres. Très bien. Eh ben, merci beaucoup d'être présent. Merci à Gladys, si tu peux faire un petit coucou aussi, qui nous a rejoint il y a 3 semaines aujourd'hui. Oui, bonjour, enchantée. J'ai rejoint Positive Compagnie au poste de responsable marketing. Et là, je suis en train d'accepter toutes les personnes qui arrivent au fur et à mesure. Donc, normalement, pour l'instant, on est bien. Merci beaucoup, Gladys. Et puis, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis fondateur de Positive Company. Aujourd'hui, on va donc aborder un sujet qui est clé, c'est celui de la santé des femmes au travail. On sort d'Octobre Rose. On a essayé de trouver un timing qui était au plus proche possible d'Octobre Rose. Mais ce qui est très intéressant et que vous allez pouvoir voir lors de cette réunion, c'est qu'il n'y a pas que Octobre Rose pour justement traiter ces sujets en entreprise. On va revenir dessus de manière plus détaillée. Alors, dans les grandes lignes, Positive Compagnie, en 2 mots, nous, on est expert en évaluation RSE depuis 6 ans. On est une société française qui est fière de l'engagement et du Made in France et des valeurs qu'on porte en France et en Europe. Et on se déploie sous 2 activités principales, la délivrance d'un label RSE qui permet aux entreprises de faire reconnaître leurs engagements et de progresser dans une démarche d'amélioration continue sur les sujets liés au développement durable. Et on a une activité aussi d'évaluation RSE de fournisseurs pour des tiers. Et donc, on va travailler pour des grandes entreprises sur finalement l'évaluation de leurs fournisseurs sur ces sujets-là. Donc, à ce jour, tout confondu, c'est 1500 entreprises évaluées un peu partout dans le monde. Et on est ravis aujourd'hui de prendre en considération ce sujet qui est assez peu abordé sur les sujets RSE pour travailler dans le secteur depuis bientôt 10 ans maintenant. C'est quand même, je n'ai encore jamais vu de webinaire dédié à ce sujet-là. Donc, merci encore Déborah et à Laurie de pouvoir prendre du temps pour cela. Petit aparté, mais qui est importante surtout dans le contexte actuel et réglementaire. Aujourd'hui, c'est un grand jour puisqu'on va devoir voter à la Commission européenne la poursuite normalement et l'évolution de la CSRD, CS3D, globalement du Green Deal. Donc c'est un moment important et dans ce contexte-là, j'ai cofondé il y a bientôt 9 mois déjà une association qui s'appelle We Are Europe qui vise à finalement recueillir les attentes des entreprises sur les sujets réglementaires sous forme de questionnaires. En fait, tous les 3-4 mois, nous envoyons des enquêtes dans toute l'Europe auprès d'entreprises de toute taille. Mais là, c'est pour la CS3D. Ce que vous voyez ici, c'était plutôt pour les grandes entreprises. Et on leur demande concrètement qu'est-ce que vous attendez d'un point de vue réglementaire, ce qui permet derrière de définir des positions qu'on pousse ensuite à la Commission européenne pour les aider à choisir les lois de demain. Donc, n'hésitez pas aussi à rejoindre la communauté sur Discord. On vous aurez le lien, mais ici, vous avez la possibilité gratuitement de rejoindre cette communauté et d'être actif aussi sur ces sujets si ces sujets vous intéressent. Voilà pour la petite minute, on va dire, promo. Pardon, je vais laisser la parole du coup un peu plus en détail à Déborah pour typiquement nous parler de son parcours. Comment c'est connu déjà, Déborah? Oui,
On s'est connus quand moi j'étais consultante RSE en poste dans mon ancien cabinet qui s'appelle Inextenso Innovation Croissance, un Mhm. cabinet de conseil RSE notamment, qui est labellisé aussi Positive Compagnie. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Et moi, entre-temps, donc, j'ai repris, on va dire, ma casquette donc, dans la santé biologiste de formation, où je me suis aussi spécifiée sur les sujets hormonaux, santé de la femme, fertilité, endométriose et voilà, toutes les pathologies. Et donc, en alliant mes deux casquettes de consultante RSE et dans la santé, justement, j'ai eu à cœur de créer Nature Osée, donc un cabinet qui accompagne les entreprises justement pour prendre en compte dans leur politique ou charte ou peu importe comment elles appellent leurs grands enjeux, ces enjeux-là donc de santé de la femme. Voilà. Super, merci beaucoup, Déborah. Je laisse du coup la parole à Laurie. Eh bien, je vous le disais en intro, donc je suis DG de Shodo, de Shodo Paris, donc qui est une ESN. Pour vous expliquer globalement ce que c'est qu'une ESN, c'est donc une entreprise de services du numérique. Notre boulot à nous, c'est d'aller recruter des développeurs et des développeuses, donc des personnes qui vont concevoir des logiciels. Et donc, on les recrute et ensuite, derrière, on va les envoyer en mission, en clientèle pour accompagner justement nos clients à concevoir leurs solutions logicielles. Et en fait, c'est un secteur qui est très concurrentiel. Il en existe beaucoup à Paris, en France, dans le monde. Et c'est une corporation qui souffre quand même d'une mauvaise image, disons, puisqu'il y a un peu ce côté bouché qui ne Mhm. serait pas forcément toujours aligné avec le bien-être des collaborateurs et des collaboratrices. Et en fait, nous, chez Shodo, on a eu à cœur justement de trouver un modèle qui mise sur le bien-être en se disant que des membres bien dans leur basket sont des membres qui seront performants, qui resteront et qui mettent fin justement un peu à ce tonneau des Danaïdes qu'on connaît, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, les consultants, les consultantes arrivent en ESN et se tirent généralement au bout de 3 ans parce que déçus et en fait partent à la concurrence. Donc, en fait, c'est Ouais. vraiment un Et il coût y a pour aussi des vrais l'entreprise. sujets aujourd'hui, il y a aussi des vrais sujets de féminiser la profession, hein, qui reste encore Ouais. très masculine. Donc, il y a quand même des associations comme Elle Bouge qui vont faire la promotion Mm. de Oui. ces métiers aux plus jeunes. Donc, tout l'intérêt aussi aujourd'hui de ce webinaire, c'est aussi de donner la place à la femme et de l'accueillir au mieux dans ces métiers qui sont parfois un peu éloignés, malheureusement, d'une population féminine, quoi. Donc, il y Bah a un vrai exactement. enjeu derrière tout ça. Et puis en fait, on parle de la tech. On est dans la tech. La tech, c'est partout, c'est tout le temps. Les outils, enfin voilà, nous accompagnent dans toute notre vie. Et ça reste quand même une sorte d'aberration quelque part que ce soit conçu que par une frange de la population et en fait que ça ne représente pas finalement tout le monde. Donc c'est ça aussi l'enjeu d'aller féminiser la tech, c'est en fait d'avoir des produits qui sont plus Eh oui. représentatifs de ces utilisateurs et utilisatrices. Bien sûr. Merci beaucoup Laurie pour cette introduction. On va aujourd'hui pouvoir aborder plein de sujets passionnants. Alors déjà, merci Déborah parce que c'est toi notre experte aujourd'hui sur le sujet qui va pouvoir nous partager cette expertise et cette expérience que tu peux avoir sur le sujet justement. Aujourd'hui, on va parler, on va déjà essayer de définir qu'est-ce que c'est que la santé des femmes au travail, de quoi parle-t-on. On vous fera intervenir lors d'un quiz, donc n'hésitez pas, vous avez la possibilité via le chat de pouvoir répondre. Ce sera très simple, c'est des réponses qui vont de A à C, donc vous allez choisir en fonction de la question, vous allez pouvoir choisir effectivement la réponse que vous pensez être la bonne. Et vous aurez évidemment la réponse derrière. On va aussi aborder les sujets liés aux freins et les leviers et avantages qu'on peut avoir à mettre en place une politique finalement de prise en compte de ces sujets-là. Et puis on aura évidemment le témoignage de Laurie et peut-être aussi de Déborah au travers des accompagnements qu'elle peut avoir avec ses entreprises pour terminer sur les solutions concrètes. Et je remercie encore beaucoup Déborah d'avoir travaillé là-dessus puisque vous allez voir que il existe aujourd'hui des applications qui sont dédiées aussi pour l'accompagnement créées par des professionnels pour l'accompagnement sur divers sujets liés à la santé des femmes en entreprise. Donc, merci Déborah d'avoir fait ce travail, de les recenser et de nous les partager aujourd'hui gratuitement. Eh bien, on est parti, si vous le voulez bien. De manière assez conventionnelle, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Ces questions-là, on les abordera soit à la fin, si elles sont d'ordre général, soit de manière contextuelle, si ça concerne une question très opérationnelle sur un élément qui est abordé pendant le discours de Déborah. Voilà.
Eh bien, c'est parti. Donc, santé des femmes en entreprise. Clairement, Déborah, de quoi parle-t-on? Oui, merci Charles pour cette introduction. Alors oui, santé des femmes, globalement, on va parler de tous les moments de vie qu'une femme va connaître et notamment une femme est biologiquement et physiologiquement a des différences hormonales aussi en comparaison avec les hommes, notamment en lien avec la puberté, des prises ou non, de contraception hormonale, des moments de grossesse qui sont vécus par certaines mais pas toutes les femmes, donc de postpartum et puis aussi, bah, la ménopause. Et certaines femmes vont rencontrer tout au long de leur vie, heureusement pas pour toutes les femmes, mais parfois des pathologies qui vont être plus ou moins sévères. Donc là, vous allez retrouver une liste qui est bien sûr et malheureusement aussi non exhaustive, mais dans la globalité, on va dire les pathologies qu'on peut rencontrer de manière assez souvent, ça va être les fameux SPM, le syndrome prémenstruel, des règles aussi douloureuses qui s'appellent, on va dire biologiquement, des dysménorrhées, de l'endométriose, des syndromes ovaires polykystiques, de l'infertilité, de la dépression, symptômes de la périménopause aussi, de l'ostéoporose, cancer du sein, etc. Vous voyez que toute cette palette-là, justement, va pouvoir toucher certaines femmes, mais heureusement, je le répète, bien sûr, pas toutes. Est-ce que tu peux me rappeler pour les hommes qui sont présents aujourd'hui, et je vois qu'ils sont nombreux, un cycle menstruel, dans les grandes lignes, c'est combien de temps, etc. Oui, un cycle menstruel en moyenne, alors dans les livres scolaires, on parle de 28 jours, mais ça, c'est une moyenne. Un cycle menstruel peut varier de 25 à 35 jours. Et le moment le plus important dans un cycle, n'est pas les menstruations ou les règles, mais c'est bien l'ovulation qui va vraiment rendre compte d'un état de bonne santé d'une femme. En fait, c'est l'ovulation qui peut être parfois décalée quand on entend un retard de règles. C'est toujours en général un retard d'ovulation. C'est vraiment cette période-là qui est très sensible au stress, très sensible au voyage, aux maladies. Et donc, notamment pour des enjeux, par exemple, de fertilité, c'est vraiment l'ovulation qui est à regarder. Et hormonalement, il y a plein d'hormones qui rentrent en jeu, oestrogène, progestérone. Je ne vais pas toutes les refaire ici. Mais voilà, c'est assez passionnant. Très bien. Euh, L'ensemble, donc, je te laisse, pardon, je te laisse Oui, oui. continuer. Donc voilà, donc c'est ce que je disais dans l'introduction. Dans le milieu professionnel, on va retrouver justement ces moments-là qui peuvent être vécus. Et par exemple, à la différence des hommes qui vont aussi avoir voilà, les pathologies propres aux hommes, mais notamment pour l'andropause, elle va en général intervenir autour de 70 ans. Là où nous, on va rencontrer les femmes, beaucoup plus d'enjeux liés à notre santé tout au long justement dès la puberté jusqu'à la ménopause. Et donc ces enjeux-là doivent concilier justement bah, la vie personnelle et la vie professionnelle. Et si tu vas sur la slide d'après, alors les petites questions avant de passer sur les stats. Je te laisse Charles si tu veux. Ouais, alors justement, on voulait vous faire interagir aujourd'hui. À votre avis, selon vous, combien de femmes sont touchées par l'endométriose? L'endométriose, pardon. C'est un sujet Et donc, qui, ça me permet effectivement. aussi, Ouais, pendant que vas-y. certaines veulent répondre, l'endométriose, c'est donc une pathologie qui va toucher donc de plus en plus de femmes, qui n'est pas nouvelle, même si elle est de plus en plus étudiée. Et il y a encore un temps de diagnostic assez long, entre 7 et 10 ans. Et en général, les symptômes qui sont associés, ça va être des douleurs très fortes pendant les menstruations, mais pas que, puisqu'en fait, ça se définit comme des amas cellulaires sensibles à justement l'utérus qui vont se retrouver à des endroits du corps, parfois jusqu'aux poumons, dans les intestins. Donc, on va avoir voilà, vraiment des douleurs très fortes qui sont soumises aux variations hormonales. Et qui vont amener des problèmes souvent de procréation, Exactement, exactement. Ouais. règles douloureuses, etc. Et donc là, j'en vois que dans les stats, il y a beaucoup de A qui ressortent. On a eu un ou deux B aussi. Je laisse encore une petite seconde à nos Ouais, mais participants qui sont nombreux voilà. aujourd'hui. Et merci, hein, je vois que sur le nombre d'inscrits, on a quand même un nombre de participants assez présent, assez fort. Donc on voit principalement du A et un peu de B. Est-ce qu'on peut révéler? Alors, Ouais, on oui, va oui, peut-être non. poser la Non, autre mais vas-y, question. même si on a la slide d'après, hein, c'est bien sûr 1 sur 10. Et c'est vrai que le chiffre est quand même assez effarant, puisque par exemple, une entreprise qui va avoir une cinquantaine de femmes, une centaine de femmes, alors c'est des statistiques, hein, ça va évidemment varier, mais en moyenne, une femme sur 10 est touchée par l'endométriose. Donc on se rend bien compte que c'est pas un sujet qui reste invisible et qui touche qu'une proportion très marginale de la population. C'est quand même assez Et important. ça, en plus, sont des stats probablement sur des entreprises, pardon, entreprises, c'est le défaut professionnel, sur des femmes qui vont consulter. Mais il y a probablement aussi l'accès aux soins aujourd'hui est de plus en plus complexe aussi Bien pour les sûr. femmes d'arriver à trouver Ouais, des médecins qui puissent ouais, suivre. Et donc, ça, c'est juste sur des personnes, des gens qui sont déclarés, quoi. Donc, autant ouais, dire que le chiffre est vraiment plus important que ça encore. ouais. Donc, c'est un vrai sujet en entreprise, encore une fois.
mais Exactement. pas que, hein. Là, on a le prisme de l'entreprise aujourd'hui, mais évidemment. Allez, deuxième question du quiz. Combien, malheureusement, de grossesses se terminent par une fausse couche? On a en choix A, moins de 5%, 15% ou 35%. À votre avis, donc on est sur D, E ou F. Ouais. 5%, 15% ou 35%. C'est, ça arrive, on peut le dire évidemment souvent. Malheureusement, c'est aussi très douloureux. Enfin, personnellement, moi, j'ai eu ma compagne qui a évidemment connu ça. C'est des périodes aussi où il y a un accompagnement psychologique qui est assez restreint dans un milieu médical qui est dans une logique souvent un peu industrielle et qui nécessite souvent beaucoup d'accompagnement. Donc, il peut y avoir des chocs psychologiques assez forts derrière tout ça. Et ouais, et puis tu vois, c'est ce qui est aussi compliqué avec cette fausse couche. Alors, fausse couche, c'est un terme qui est couramment utilisé. On parle maintenant de plus en plus de grossesse arrêtée, qui, on va dire médicalement, parce qu'en fait, il n'y a rien de faux dans une fausse couche. Donc, c'est assez terrible de le nommer tel quel. Ouais, en plus. Donc, cette grossesse arrêtée-là qui sont vécues par les couples, donc pas que les femmes, mais vraiment les couples, c'est parfois aussi terrible parce qu'il y a beaucoup d'invisibilisation. Et puis, souvent, c'est des sujets qui sont tabous. On ne va pas forcément en parler, mais à juste titre, hein, voilà, c'est un sujet qu'on vit de manière intime. Et finalement, c'était quand même quelque chose qui est très fréquent. Alors, je vois qu'il y a eu beaucoup de F Et de et E aussi aussi. des E. Alors, réponse E, heureusement, c'est pas non plus trop important. 15%, 15%, ça reste quand même énorme. Voilà, 15%, c'est entre 15 et 20% des grossesses qui vont se terminer par une fausse couche. Donc finalement, pareil, ça touche quand même beaucoup de femmes, beaucoup de couples qui sont en parcours de fertilité. Et les accompagnements médicaux varient aussi, on va dire, plutôt, tu vois, des professionnels de santé à l'autre. En fonction aussi du ouais, cadre, du soutien qu'ils peuvent avoir et aussi du soutien familial. religion, Tout le monde etc. n'a pas le même soutien familial à disposition. Et donc, en entreprise, également, ça peut être des moments qui sont compliqués à vivre pour ces personnes-là. Donc, dans les statistiques, d'autres informations, il y a aussi donc, le syndrome des ovaires polykystiques. Ça, c'est également une pathologie de santé qui est donc très hormonale, qui va être touchée entre 5 à 10% des femmes et qui va avoir pour conséquence donc à la fois des enjeux sur la fertilité, aussi sur la régularité et l'irrégularité du cycle, des pathologies aussi qui peuvent se traduire de l'ordre physique avec certaines femmes qui vont présenter de l'acné, de l'hirsutisme, donc ça va être une pilosité importante, une prise de poids et donc il y a tout un syndrome métabolique, ça va être notamment diabète ou glycémie et une résistance à l'insuline aussi qui va être importante. Et donc, avec à la clé aussi des problèmes cardiovasculaires. Donc, également un trouble spécifiquement féminin. Et puis, pour terminer, 100% des femmes seront ménopausées. Et ça, la ménopause arrive, en tout cas la périménopause, peut arriver dès 35-40 ans, tout doucement. Et en fait, c'est les cycles qui commencent à être de plus en plus irréguliers. Donc, on n'a plus cette régularité-là. Voilà, donc il n'y a pas de fatalité à ça. Il y a des projets de grossesse qui se déroulent très bien après 40 ans. Mais voilà, en tout cas, faut juste être informé. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Allez, deuxième quiz et dernier de la matinée. Selon vous, combien de femmes en PMA présentent des troubles anxieux, voire dépressifs? Alors, pour préciser, PMA ou Ah oui, AMP, c'est pardon. le Vas-y. parcours de procréation médicalement assistée. Voilà. Donc, c'est notamment les couples qui sont en désir d'enfant et qui, naturellement, alors le délai, c'est 1 an par les médecins, 1 an d'infertilité et d'essais bébés qui sont infructueux. Voilà, on les accorde derrière des parcours PMA, sauf à partir d'une certaine tranche d'âge où on peut accélérer un peu le parcours. Et est-ce que tu peux rappeler dans les grandes lignes qu'est-ce que ça va impacter en termes de rendez-vous, ce genre de démarche? Ouais, bien sûr, les parcours PMA, il y a beaucoup Contraintes. voilà, il y a beaucoup de parcours qui peuvent être aussi différents en fonction des choix médicaux. Si on va faire une insémination, si on va faire sur un parcours FIV, donc fécondation in vitro, avec voilà, l'ovule et le spermatozoïde dans une boîte de pétri. Donc, il y a différents parcours qui peuvent être choisis et donc qui vont emmener différentes aussi contraintes médicales. Et donc, pour les couples, ils vont avoir des rendez-vous très réguliers, et notamment pour les femmes, où on va avoir à des moments donnés des injections hormonales et puis même parfois aussi par des infirmières à des horaires très spécifiques. Donc parfois, ça peut être très récurrent tous les lundis matins pendant 2 mois, une femme doit s'absenter. Et donc pour certaines femmes, ce qu'on observe, c'est qu'on va avoir des rendez-vous médicaux qui vont être pris très tôt le matin parce qu'elles ne veulent pas en parler. Donc elles se pointent à 7 h du mat devant l'hôpital pour être les premières aussi et ensuite pouvoir être au travail à 9 h. Donc il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'enjeux qu'on va continuer d'aborder ensemble, mais sur justement ce surinvestissement et cette surproductivité pour ces personnes-là qui sont concernées et dont les sujets sont invisibilisés également.
Et oui, et après, ce qui se passe en entreprise, c'est qu'une personne va s'absenter de manière fréquente, tel jour, etc. Et donc, ça va apporter des questionnements, ça va apporter derrière Exactement. En plus, ouais. des réflexions, etc. dans Ouais. l'entreprise. Donc, tout l'intérêt de travailler ce sujet dans le cadre d'entreprise, c'est aussi de mieux accueillir cette période-là. Oui, c'est Et ça, donc, de mettre des mots, d'expliquer voilà, que ça existe. Non pas ensuite de demander aux personnes de partager de vive voix, ça reste un sujet intime, donc chacun le partage ou non, et c'est bien sûr normal. Mais au moins, si on sait qu'il peut y avoir des conditions de santé particulières, si on a un couple qui va s'absenter tous les lundis matins pendant un mois, on va pas forcément avoir un regard différent et beaucoup plus bienveillant aussi. Voilà. alors la réponse, du coup? Donc c'est 40%. Sur les femmes en parcours de PMA, donc on a les études, on pourra vous envoyer les liens, y a aucun problème. C'est 40% des femmes en parcours PMA vont présenter des troubles anxieux, voire dépressifs. Donc on voit que c'est un chiffre qui est hyper fort. C'est absolument à ne pas prendre à la légère. Et encore une fois, ça a fait l'écho sur ce qu'on disait tout à l'heure avec Charles, sur le fait de mettre sous le tapis, de cacher ça, de toujours montrer le positif. Et finalement, le parcours qu'elles vivent de manière très intime est totalement différent de ce qu'elles vont montrer au travail. On passe sur la question suivante, si vous voulez. Selon vous, combien de femmes ménopausées déclarent une altération de leur santé mentale, anxiété, dépression? 20%, 40%, 60%. On vous laisse aussi répondre à ce que vous pensez être la bonne réponse. On tourne donc D, 20%, E, 40%, F, 60%. On a quelques D et E qui se dessinent. Donc on est plutôt entre 20 et 40% dans le choix des Ouais. participants à ce webinaire. Du coup, Déborah, Et 40% également. Et donc là, là, vous avez toutes les études qui sont citées juste en bas, qui ont été menées. Pour la ménopause également, 40% des femmes déclarent une altération sur des symptômes aussi d'anxiété et de dépression. Puisque la ménopause, justement, le fait d'avoir des éloignements des cycles vont aussi provoquer hormonalement des grands chamboulements. Je pense que je ne vous apprends rien sur ce sujet, avec des symptômes qui sont parfois très connus, mais d'autres aussi qui sont beaucoup moins pris en compte, comme de la dépression, voire aussi des burn-out, qui vont davantage se déclarer à ces moments-là de vie. Donc, d'où l'importance d'être bien aussi informé à titre individuel pour pouvoir après prendre rendez-vous à temps avec les professionnels de santé et avoir idéalement un accompagnement qui, en conséquence. Et dernier sujet, donc là, c'était vraiment sur un petit zoom sur la santé mentale. Sur l'endométriose, attends, si tu peux revenir juste sur pardon, la slide excuse-moi. d'avant, s'il te plaît. Pas de souci. Sur l'endométriose, ça aussi, ça va être une pathologie qui a été étudiée sur la santé mentale et qui augmente le risque d'état dépressif de plus de 3 fois par rapport aux femmes qui n'ont pas de l'endométriose, et également le risque d'anxiété de plus de 2 fois. Donc heureusement, c'est pas pour toutes les femmes, ça reste voilà, des moyennes statistiques, mais globalement, c'est quand même ce qui est observé. Donc encore une fois, ce sont des enjeux qui sont à accompagner au maximum. Je voudrais bien après qu'on aborde un moment les sujets des préjugés, ce genre ou les biais cognitifs, qui peuvent amener parfois certaines réflexions complètement déplacées dans les entreprises. On y reviendra si tu veux bien. Oui. Je te laisse peut-être Ouais, et donc, expliquer ça. sur le lien, donc forcément, ces conditions-là vont avoir aussi des impacts sur la qualité de vie personnelle et aussi professionnelle. Et tous ces symptômes qu'on peut avoir, donc notamment par exemple pour les parcours PMA entre les absences, les traitements médicaux, la fatigue, donc 84% des femmes en parcours PMA déclarent que cette condition de santé-là de PMA, de fertilité, va avoir un impact sur la vie professionnelle. C'est 65% des femmes atteintes d'endométriose qui vont déclarer aussi que ça a un impact négatif sur leur travail, également sur en tout cas les douleurs, les absences, les rendez-vous aussi médicaux, parce que des femmes qui ont l'endométriose vont aussi parfois avoir des séances de kinésithérapie, d'ostéopathie, donc il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place également à leur côté. Pour les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, c'est 72% qui déclarent que ça a un impact négatif sur leur qualité de vie au travail. Et pour les femmes ménopausées, c'est 20%. Qui en plus va s'ajouter cela pour ces femmes-là à l'âge qui déjà pour elles, pour certaines femmes, est un facteur parfois qui va venir un peu freiner leur fin de carrière. Pour elles mettent déjà l'âge comme étant un frein. Alors si en plus on leur ramène la condition de santé, c'est un sujet qui est aussi assez tabou sur cette tranche d'âge en entreprise. Quand on voit quand même le chiffre de 84% sur un parcours de PMA, ça montre à quel point le sujet est important et clé en fait dans une Ouais. entreprise. Et on va voir ensuite par la suite des exemples de ce qui peut être mis en place pour justement favoriser cet équilibre de Exactement. vie pro perso.
les avantages qu'on peut retrouver derrière tout ça. C'est ça. Et alors pour terminer sur cette partie-là, un peu de constat, chiffres clés, et ça va aussi donc avoir un coût, et donc là c'est très factuel sur l'entreprise, avec des arrêts de travail aussi, des absences, des baisses de motivation. On en parlait tout à l'heure, tout ce qui est jugement, critique, manque de bienveillance, mais aussi parfois parce qu'on n'est pas au courant, et à juste titre, on n'a pas à être au courant des conditions de santé de ses collègues, mais en tout cas de ce qu'une femme peut traverser dans son parcours d'absence. Et notamment focus sur l'endométriose. Alors, c'est une étude qui est américaine, mais je la trouve qui est quand même assez intéressante, que la perte du temps de travail est estimée à 11 heures par femme et par semaine, notamment en lien avec l'absentéisme et aussi le présentéisme, donc être présent mais ne pas pouvoir être bien efficace, par exemple le jour où on a ce premier jour de menstruation. Et qu'au global, le coût, c'est à peu près 20 000 dollars par femme et par an, donc en lien avec cette productivité. Donc voilà, c'est une étude qui est américaine, on ne peut pas complètement se l'approprier France, mais je trouve qu'elle a été quand même intéressante. Mais ce que j'ai aussi envie qu'on retienne de ce message-là, c'est que surtout pour beaucoup de femmes, ça va être cette surinvestissement et cette surproductivité aussi, pour pouvoir aussi cacher et camoufler cet état de santé-là et faire en sorte qu'elle soit au même titre que d'autres collègues, mais finalement, elles doivent aussi redoubler d'efforts parce qu'à côté de ça, elles ont des pathologies qui leur sont propres, et il y a peu forcément d'accompagnement qui est mis en place en entreprise. Alors justement, on va regarder un peu les freins auxquels on est confronté sur ces sujets-là, et puis les leviers et les avantages qu'on peut mettre en place justement à actionner ces leviers-là. C'est ça. Euh, Alors, le premier sujet intime. C'est vrai que c'est un sujet qui est très intime, puisque ça parle de sa propre santé, notamment de la santé féminine, et qui parfois peut être vu comme aussi étant un sujet tabou. Mais pourtant, on voit bien que les statistiques montrent qu'un nombre tellement important de femmes y est confronté. Alors, pourquoi justement les laisser comme étant un sujet tabou, alors même que ça touche une proportion très importante de la population? Donc, justement, c'est un frein qui s'entend, mais qui peut aussi être complètement levé, voilà, de par les chiffres. Le sentiment d'illégitimité à prendre la place sur le sujet, également, c'est un frein qui s'entend aussi dans les entreprises. Pourquoi est-ce que moi, je prendrais place et je prendrais parole et je prendrais action sur ce sujet? Eh bien, on voit bien aussi que les statistiques nous montrent qu'en entreprise, des femmes déclarent que leur condition de santé va avoir un impact sur leur travail. Donc, au contraire, si l'entreprise prend part sur ce sujet, on voit bien qu'elle a une place à jouer pour permettre d'avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Donc, au contraire, si les entreprises sont légitimes à y agir. Sur la question de l'homme, pourquoi est-ce qu'on agit pour la santé des femmes et pas pour la santé des hommes? Tout simplement, les deux sujets sont absolument pas opposés. Au contraire, allons travailler sur les deux sujets ensemble. Mais la santé des femmes est très riche aussi, et on voit bien qu'il y a beaucoup de pathologies hormonales qui sont, on va dire, différentes de celles des hommes. Ça ne veut pas dire que la santé des hommes n'est absolument pas à inclure. Voilà, c'est vraiment vivons ensemble, vivons sur les deux sujets en commun. Et après, le dernier frein aussi qui est de plus en plus voilà, mis en avant, c'est mais comment je me lance? Comment faire? Je ne ouais. sais pas comment y aller, par où prendre le sujet, qui est l'interlocuteur en interne, quel est le budget? Voilà, donc c'est un petit peu ce flou-là, cette incertitude, et donc finalement, bah, on ne fait rien. Ouais, donc comment se lancer? On va voir ensemble les sujets, on va dire allant du quick win on va dire au plus long terme. Et donc justement sur ce comment lancer, bah, le rôle de l'entreprise, c'est vraiment voilà, comme actrice de ce changement-là, pour proposer un cadre pour soutenir justement bah, leur parcours de vie en entreprise. Et donc, ça va aller des actions, on va dire, de sensibilisation. Bon, je vais plutôt appeler quick win, donc on va dire les gains rapides, parce que c'est facile, entre guillemets, à mettre en place, de faire intervenir un professionnel de santé, un intervenant sur le sujet, qui va justement parler de la santé des femmes à l'échelle individuelle pour justement bah, qu'elles puissent prendre en compte et mieux se connaître. Déjà, il y a ça. Ensuite, il y a tout ce qui va être formation en interne, formation des managers, des équipes encadrantes, pour qu'ils puissent développer aussi leur plan d'action, savoir que faire sur le sujet. Et donc, sur le fameux plan d'action, c'est bah, que fait-on concrètement? Et donc là, on va avoir vraiment toute une palette à disposition, et j'aime bien partir de à la fois, alors les protections hygiéniques gratuites dans les toilettes, ça c'est très bien. Moi, je le compare un peu aux poubelles de recyclage pour la politique RSE. Voilà, c'est vraiment le b.a.-ba, très bien. Mais qu'est-ce qu'on peut aller faire ensuite un petit peu plus loin en allant à la fois sur des suivis des professionnels de santé qui interviennent, un référent à disposition qui connaît justement toutes les politiques, tout le sujet, d'avoir des cercles de parole bienveillants, d'avoir des guides aussi à disposition pour savoir ce que c'est l'endométriose, savoir comment un parcours PMA, avoir une charte
ou une politique, peu importe comment est-ce qu'on appelle ce document, mais qui récapitule tout ce que l'entreprise propose et que, en tant que collaborateur, collaboratrice, on n'a pas forcément besoin de venir le réclamer à son manager. En fait, on sait qu'il est dans le Drive, dans le SharePoint, il est à disposition et on voit tout ce dont à quoi on a le droit en interne, en termes de congés, de télétravail, de modulation des horaires aussi, parce que ça, c'est un angle qui est très important dans la qualité de vie, qui a été beaucoup remonté. C'est comment est-ce que je peux réussir à adapter mes horaires de travail par rapport à certaines, justement, certaines contraintes personnelles en lien avec mes pathologies, sans forcément devoir toujours demander une autorisation qui me mettrait face à un sujet intime que j'ai pas forcément envie de partager. Voilà un petit peu. Et donc, cette gouvernance-là, c'est d'ancrer tous ces sujets-là. Ça peut être un document tout simple, mais au moins que ce soit écrit et posé pour tous. Avec donc diverses ressources. Exactement. Et pour les bénéfices, donc là, c'est donc deux études de Gallup et BSR qui ont passé un peu en scan beaucoup d'entreprises qui se sont engagées sur ces sujets-là sociétaux et notamment donc, de santé au travail. Et donc, ce qui a été remarqué, c'est une productivité qui est davantage accrue avec beaucoup moins d'absentéisme. Beaucoup moins de taux de turnover aussi, meilleure attractivité aussi des talents féminins, donc on en parle avec Laurie, notamment pour les boîtes très masculines aussi, ça a une importance. Et puis, alors retour sur investissement, alors eux, ils ont dans leur étude des très bons des très bons ROI, mais en tout cas, voilà, c'est toujours un retour sur investissement qui est très positif parce que déjà, avec moins de taux de turnover, moins de coûts de recrutement, et puis moins de coûts d'absence aussi, voilà, sur les sujets, et puis intégration dans la politique RSE, qui a été dit au travail, politique RH, peu importe où ça prend sa place, mais l'important, c'est que ça prenne une place. Ou sa politique RSE aussi. Exactement, bah, je l'avais dit, la politique RSE Exactement. qui mettait RH. Très bien. Alors, oui, c'est ce qu'on disait en introduction. Effectivement, on sort d'Octobre Rose qui devient de plus en plus populaire, hein, que ce soit dans le milieu professionnel ou privé, et tant mieux, évidemment. Mais encore une fois, il n'y a pas que Octobre Rose, puisqu'il y a une tonne de dates dans l'année où on peut effectivement sensibiliser les collaborateurs à ces sujets-là. Donc, on les voit par ordre chronologique avec la Journée mondiale contre le cancer, le droit des femmes, l'endométriose, Journée mondiale de la santé, etc., etc. Donc, toutes ces occasions sont aussi tous ces rendez-vous sont aussi une bonne occasion de sensibiliser, de probablement faire des fiches sur le sujet, d'en parler lors des réunions hebdomadaires en équipe, et donc de pouvoir effectivement amener ce sujet parfois un peu tabou dans le cadre de l'entreprise pour qu'il soit mieux finalement intégré aux politiques QVT, comme on disait, ou RSE de l'entreprise, et donc intégré et donc améliorer la prise en charge de ces sujets-là. Donc là, évidemment, vous aurez l'accès, on va vous envoyer le support à l'issue de cette réunion, vous pourrez vous les intégrer dans vos calendriers respectifs. Eh bien, on va du coup laisser la parole Alors, peut-être juste en Oui, juste avant, introduction, ouais, juste avant de laisser la parole à Laurie, juste en introduction sur les entreprises qui s'engagent, on voulait vous partager aussi un petit panorama qui est non exhaustif encore une fois, de boîtes qui ont mis qui ont mis en place des choses donc, et des actions que vous pouvez aussi reprendre, vous en inspirer, notamment Orange qui a mis en place la communauté Maternity Team. C'est un espace d'échange, de dialogue qui va vraiment permettre à tous les couples, hommes et femmes, avant, pendant ou après justement un parcours de fertilité, d'échanger en interne sur un rythme, une fréquence. Et il y a une personne qui est en charge et qui anime ça en interne. Donc, je trouve que c'est une très belle action à valoriser et à promouvoir. Le groupe Beaumanoir aussi, groupe notamment qui contient les marques de vêtements Carole, entre autres. Eux, ils ont une politique santé de la femme aussi. Ils sensibilisent, conférences, newsletters, ils forment leurs managers. Ils ont des outils en interne de gamification, les protections hygiéniques à disposition, des chartes de bonnes pratiques. Donc voilà, ils font tout un tas d'actions sur le sujet. Il y a que ça, alors je trouve ça aussi intéressant, le programme WeCare. Et donc, eux, ils font aussi beaucoup de conférences en interne pour sensibiliser justement sur la santé et notamment parentalité, santé de la femme, violence. Donc voilà. Et alors pour Shodo, je ne vais pas le développer et je vais laisser Laurie qui est présente ici nous parler de ce qu'elle fait avec toute son entreprise en interne. Super. Eh ben, c'est parti. Du coup, Laurie, on veut bien, s'il te plaît, que tu nous remettes un peu le contexte aujourd'hui. Ouais. On parle de combien de collaboratrices en interne, comment aujourd'hui ce sujet. Et puis peut-être historiquement, qu'est-ce qui vous a fait arriver à structurer ce sujet-là, qui est quand même, comme je l'expliquais en introduction de ce webinaire, assez peu commun, malheureusement évidemment.
Comment vous en êtes arrivé à poser la réflexion en interne et finalement à quoi elle a abouti et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Eh bien, en fait, si tu veux, donc Shodo, c'est une ESN qui s'est créée en 2019 et moi, je suis arrivée là-bas en tant que responsable communication et marketing en 2020. Et je le disais en intro, le système est vraiment euh, attractif, c'est-à-dire qu'on a un modèle qui, voilà, où il y a beaucoup de redistribution, de la transparence, etc. En fait, il y avait beaucoup de choses déjà qui changeaient, mais en fait, le constat que j'ai fait, moi, tout de suite, c'est que malgré ça, malgré le fait qu'on ait un modèle, je disais, attractif, avec beaucoup de candidatures spontanées, etc., on n'arrivait pas à recruter des femmes. Mais parce qu'en fait, Hmm. on n'y avait pas mis un point d'honneur. Si tu veux, pendant longtemps, il n'y a eu qu'une seule développeuse. Et c'était quand même, enfin, moi, ça m'interrogeait dans le sens où je trouvais pas ça normal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure du temps, j'ai réfléchi à pourquoi en fait on n'arrivait pas à avoir de nana. Et en fait, tout simplement, c'est parce que je suis convaincue qu'une entreprise qui ne dirige pas une politique RH vers des membres féminins recrutera moins bien qu'une entreprise qui le fait. Et pour preuve, en fait, nous, on a mis en place du coup toutes les mesures que je vais détailler par la suite, mais, euh, mais à partir du moment où on a communiqué sur la mise en place de ces mesures, on a triplé l'effectif féminin C'est vrai, d'accord. en 2 ans. Voilà. Donc en fait, Incroyable. Non, mais le chiffre, ouais, il est vraiment incroyable. il est significatif. Alors après, on est Comment vous avez toujours. communiqué là-dessus? Est-ce que c'est sur votre site web? Est-ce que c'est sur les annonces offres d'emploi que vous avez mises en place? Est-ce que c'est sur des politiques de cooptation? Alors en fait, si tu veux, ce qu'on a fait, c'est que de la même façon qu'on avait communiqué en 2020 sur notre manifeste d'entreprise, on a communiqué un manifeste donc de la sororité, donc en fait qui est notre groupe Mhm. de réflexion 100% féminin, avec lequel j'ai mené du coup la réflexion pour savoir à quel problème on pouvait s'attaquer pour améliorer le modèle Shodo. Et en fait, j'ai écrit un manifeste avec le groupe et on l'a diffusé sur les réseaux. Et en fait, ça a fait boule de neige, puisqu'en fait, c'est une communication qui était, je pense, originale, disons, et exceptionnelle dans la corporation et globalement dans le monde de l'entreprise. Et en fait, voilà, ça nous a apporté beaucoup de visibilité. Dans la partie blog, tu as notre manifeste, en fait. Et là, voilà, notre lutte pour l'égalité des genres. Donc ça, voilà, ça, c'est vraiment notre manifeste Ok, qui va recenser, du coup, toutes nos actions. génial. Et donc, Donc, quand il y tu disais a un peu de communiquer, parce lecture, que je mais pense que ça a vraiment aussi intéressé, enfin, tristement, on voit qu'aujourd'hui, quand on veut que ces politiques, quelles qu'elles soient, RSE, etc., soient mises en place, il faut aussi qu'il y ait un retour sur investissement. bien sûr. Voilà, il faut être honnête. Voilà. Quel est concrètement le levier qui vous a permis d'avoir ce retour sur investissement, d'arriver à recueillir, à avoir plus de femmes, typiquement? C'est le fait d'avoir communiqué dans les offres d'emploi ou pas plus que ça, finalement? Alors finalement, on communique Bouche pas à sur oreille, quoi. dans Ok. les offres d'emploi, bouche à oreille. Après, nous, on met du coup beaucoup d'efforts dans la communication. Moi, j'interviens régulièrement sur LinkedIn, Ok, où tu vois, voilà. je poste Ok, et je ok. mets en avant nos actions. Et en fait, ça marche principalement comme par ça. Nous, si tu veux, aujourd'hui chez Shodo, on recrute à 70-80% que par de la candidature spontanée ou de la cooptation. Ok. Tu vois. Parce que on met en avant via de la com, en fait, via de la com perso et puis d'entreprise, nos actions. Allez, Et, concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place alors? et bah du coup, donc je te le disais, au départ, la réflexion, elle vient vraiment de la création d'un groupe 100% féminin, donc qu'on appelle la sororité. Pardon. Excusez-moi. Ok, ouais. Euh, voilà, sororité version Shodo, où en fait l'idée c'était de pouvoir se réunir sur le temps de travail et pas sur le temps perso, parce que sinon, ça, on appelle ça des apéros ou des after-work, comme tu veux. Mais voilà, là, c'était vraiment sur le temps perso, qu'on puisse se réunir entre personnes concernées pour pouvoir réfléchir à comment améliorer le modèle Shodo. Donc ça a été la première étape, Ok. qui a été pas si facile que ça à faire adopter par les dirigeants à l'époque, parce qu'il a fallu sensibiliser sur l'intérêt même de la non-mixité choisie. Mais bon, une fois que tu arrives et que tu expliques un petit peu que finalement, comme le disait Déborah, et qui nous a appris plein de choses déjà, je trouve, en première partie, mais en fait, d'aller libérer la parole, parce que ce sont des sujets intimes, qui sont vus parfois comme tabous. En fait, Et il c'était y a quoi? C'était un vraiment... groupe de femmes ou ça a été ouvert aussi aux hommes? Alors non, c'était pas ouvert aux hommes, Ok. parce que l'idée, c'était vraiment d'être dans une safe place
pas que les hommes ne soient pas safe, mais en fait, il y a des biais. Les hommes Ouais. ont peut-être plus de facilité à prendre la parole en réunion. Voilà, on sait que voilà, ça s'appelle le interrupting. On sait que quand un homme est en réunion, et ben en fait, il va prendre 75% du temps de parole. On sait que les hommes vont s'interrompre entre eux, mais vont interrompre d'autant plus la parole des femmes. En fait, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on voulait mettre de côté. Les biais cognitifs, les préjugés, tout ça qu'on va retrouver en entreprise, les réflexes, malheureusement, Bien sûr. dont tu témoignes, mais qui sont aussi, pour moi, partie prenante assez forte de cette réflexion, en fait. Hein, ça repose globalement quand même la réflexion du recentrage de la femme dans l'entreprise, de son rôle dans Oui, l'entreprise, de la fameuse égalité femmes-hommes. Et des biais cognitifs qu'on peut avoir derrière tout ça, quoi. Donc, exactement. c'est hyper intéressant de voir comment vous l'avez mis en place. Donc, c'était d'abord une cellule interne plutôt Voilà. féminine, qui ensuite a eu. Donc, c'est quoi les étapes suivantes? Et ben en fait, l'idée c'est qu'on s'est réunis, on a libéré la parole, on a été efficace parce que comme tu le disais, l'idée c'est de toujours avoir un ROI sur les actions. Donc l'idée vraiment, voilà, c'était d'être efficace pendant ces réunions, de faire un audit, savoir comment on se sentait toutes et finalement à quel problème on voulait s'attaquer. Et rapidement, on s'est penché sur la santé féminine et donc les menstruations. En fait, l'idée, c'était d'avoir à la fois une mesure qui allait faire parler de nous, tu vois, quand on allait la sortir à l'externe, voilà, d'avoir une mesure qui allait faire parler de nous, mais aussi qui concerne toutes les femmes, maman ou pas maman. Et puis en fait aussi, il y a tout ce qui va être, tu vois, alors on n'est pas encore concerné chez Shodo, mais ce qui pourrait être demain le cas, mais les personnes en transition de genre, ou Mhm. même finalement les personnes ménopausées ou en préménopause. En fait, c'est pour ça Mhm. qu'on a fait une cagnotte de congés menstruels. Alors, menstruel, l'idée c'est de vraiment de s'attaquer à toutes les étapes de la vie des femmes. Donc l'idée c'est d'avoir une cagnotte où voilà, je sais pas, tu as des symptômes de périménopause, et ben tu peux aller taper dans la cagnotte en fait. Et cette Et en cagnotte, fait, vous l'avez formalisée ou est-ce qu'elle est ouais. officieuse dans l'entreprise? Alors si tu veux, l'idée de la cagnotte, c'est Shodo met l'équivalent de 10 jours de facturation dans une cagnotte par personne menstruée. Donc c'est bien Shodo qui met cet équivalent-là, hein. Donc c'est-à-dire que si nous on envoie une dev à 600 euros par jour, et c'est 10 fois 600 euros, donc c'est 6 000 euros qui vont dans la cagnotte. Et ça, c'est comme ça, c'est une cagnotte, voilà, c'est une enveloppe Ok. fictive, tu vois. Donc, c'est facile, Euh, entre guillemets, en exécution facile, quoi. Ok. en fait, l'idée, c'est d'avoir rendu le tout facile parce que on n'a pas le temps de s'enquiquiner avec de la paperasse. On a un petit staff et l'idée, voilà, c'est d'aller vite en rapidité, enfin, d'avoir de la rapidité d'exécution. Et puis, en fait, on est convaincu que la confiance se donne d'emblée et qu'elle ne se gagne pas. Donc, tu vois, Déborah, elle nous parlait au début de freins qui vont être, enfin, il y a pas mal de freins en fait à la mise en place de ce genre de mesures, notamment celui de la crainte de l'abus. Mhm. Nous, tout de suite, ça a été ça, c'est avec cette cagnotte, oui, mais vous n'avez pas peur qu'elles abusent, etc. Peur, non, mais c'est toujours un risque, c'est vrai. Donc, on a testé et en fait, très clairement, sur la centaine de jours mis à disposition la première année, tu n'as qu'une dizaine de congés menstruels qui ont été pris. Donc, on est quand même très, très, Ouais. très, très loin de Ouais, l'abus, tu vois. c'est souvent comme ça, hein. Bien sûr. Et là, quand on voit, là, quand on lit toutes les mesures que vous avez mis en place, des cagnottes, les sujets sur la parentalité, etc., est-ce que vous l'avez formalisé dans une charte ou dans une politique, ou pas? Ou est-ce que c'est présenté aussi aux collaborateurs et Bien sûr. collaboratrices qui intègrent l'entreprise au tout début? Enfin, comment ça se formalise? Pardon, Alors en fait, formalise. si tu veux, nous, on a une documentation en interne qui est très riche, qui va vraiment documenter tout le modèle Shodo. Et donc, en fait, là, tu as une partie vraiment qui va détailler, expliciter notre politique. Et puis, en fait, ce qu'il faut se dire très clairement, c'est que les personnes qui nous rejoignent sont au courant de ce genre de choses. En fait, elles nous rejoignent, que ce soit les femmes, mais aussi les hommes, hein. C'est-à-dire qu'on peut estimer, on a doublé aussi les candidatures spontanées de la part d'hommes avec la mise en place de nos mesures en faveur de Excellent. l'égalité des genres. En fait, Excellent. il y a un moment donné où quand tu envoies le signal que tu es une boîte safe qui va mettre en avant le bien-être des femmes, en fait, quelque part, il y a voilà, en fait, une entreprise inclusive, c'est une entreprise qui est vraiment plus attractive.
Bah oui, bien sûr. Et donc oui, c'est très formalisé. Et bien sûr, lors de l'onboarding, j'explique tout ça. Et puis en fait, ça donne aussi lieu à des échanges qui sont hyper riches, tu vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et là, si tu veux nous dire un petit mot là sur peut-être pas tous, mais sur les lignes là, sur la Ouais. parentalité, comment vous appliquez ça, enfin, d'où ça vient concrètement, je vois reprise en douceur après un congé maternité, qu'est-ce Ouais, qu'il y a derrière la reprise en douceur? Tu peux nous détailler, alors peut-être pas tout, hein, pour qu'on ait un bien temps de sûr, parce que questions-réponses, mais au moins ce qui te paraît le plus impertinent. alors, si tu veux, moi, ce dont j'aime parler, alors déjà, il y a le congé IVG, donc pour les deux partenaires, aussi bien le congé IVG que pour arrêt naturel de grossesse, fausse couche, mais nous, on n'aime pas trop l'appeler comme ça, parce que, bon, bah voilà, hein, ça n'a rien de faux, comme le disait Déborah au début, mais en fait, l'idée, c'est d'avoir un congé aussi bien en cas d'avortement, parce que c'est pas rigolo non plus, ou en cas d'arrêt naturel de grossesse. Donc, Et ça c'est passe cinq par les jours. RH chez vous? C'est quoi? Par le manager? Comment vous posez un congé concrètement, quoi? Oh, bah, c'est très simple, tu vois. Malheureusement, c'est arrivé pour un arrêt naturel de grossesse où tu as un collaborateur qui est venu nous pinguer en nous disant ma femme a perdu le bébé. Bon, bah, ok. En fait, c'est tout simple. On Donc ne c'est demande applicable pas de aussi pour justificatif. les hommes, en fait, finalement. Exactement. Et en fait, D'accord. c'est Ça, on ça. n'avait pas parlé de ce sujet. Ok. C'est ça sur quoi je veux insister, c'est qu'on l'a rendu du coup accessible aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Parce qu'à un moment donné, il y a des épreuves qui se vivent mieux en équipe. Et encore une fois, toujours dans un esprit de ROI, on estime que un partenaire qui retourne au travail trop tôt et qui ne soutient pas sa partenaire pourra potentiellement payer les pots cassés plus tard à la maison. Donc en fait, c'est toujours ça l'idée. Tu vois, c'est toujours de se dire, OK, comment on fait quelque part pour aider à chaque fois le ou la salariée à vivre mieux sa condition de salarié et à Bien vivre mieux au sûr. travail. Et ça passe par la redistribution du temps libre et en fait par de l'accompagnement pour le bien-être en fait. Mm. Et donc tu as ça. Ouais. Sur la prime compensatrice de congé parental, Ouais. Alors qu'est-ce donc? c'est un petit jargon que je vais détailler. L'idée, c'est que on a fait le constat que très peu de pères ou de coparents prenaient un congé parental. C'est-à-dire qu'en fait, la maman donc a 16 semaines de congé maternité. Quand papa, lui, retourne au travail au bout de 28 jours, s'il prend l'entièreté de son congé paternité, sachant qu'il peut retourner au boulot après 7 jours. Hein. Et donc, en fait, quelque part, ça crée forcément un déséquilibre dans la charge mentale. Et en fait, c'est maman qui devient l'experte du bébé à la maison et en fait, qui va se manger tout, en fait. Et on a réfléchi à comment on pourrait compenser ça, vraiment du côté de nous, de nos salariés féminines, de nos salariés mamans. Et en fait, l'idée, c'est que qu'on fait, c'est qu'au retour du congé maternité de la salariée Chodo, si le coparent décide de prendre un congé parental, alors Chodo lui paye un mois de salaire. Voilà. Ok. Via une prime, en fait. Donc, en fait, concrètement, moi, si tu veux, après mon congé maternité, puisque ça va aussi là-dedans. Moi, tu vois, j'ai été nommée DG à mon retour de congé maternité. Ça aussi, c'est l'idée de montrer qu'en fait, Un message fort, ouais. c'est un message fort, voilà. Et donc, du coup, quand je suis revenue, moi, après mon congé maternité, mon mari a pris un congé parental et Chodo lui a versé un mois de salaire. Et ce que j'aime dire aujourd'hui, c'est que toute la partie médicale, c'est mon mari qui gère. En fait, Alors, ça, c'est super, mais je vais être un petit peu poil à gratter. Ça marche très bien pour les entreprises qui sont en santé financière excellente, ce qui est quand bien même sûr. souvent le cas des ESN, en tout cas beaucoup. C'est pas forcément très applicable dans les plus petites boîtes ou celles qui ont des difficultés financières. Quelle bonne pratique tu pourrais proposer aux entreprises qui n'ont pas forcément des moyens démesurés pour des congés paternité, des primes dans tous les sens, des choses comme ça? En fait, si tu veux, nous, on est, voilà, comme tu dis, en ESN, on fait partie d'un écosystème où il y a de l'argent, même si ça a été un peu plus compliqué comme partout, hein, voilà. Oui, bien Mais en sûr. effet, on est en bonne santé financière, etc. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pour ça, en fait, aussi qu'on a on se doit, je trouve, d'être fer de lance sur ces sujets-là parce que on a la possibilité de le faire. Je suis tout à Voilà. fait d'accord. Nous, derrière, ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'on redistribue énormément. Et tu vois, on a un résultat qui est propre, mais au final, on
on redistribue 85% de notre chiffre d'affaires, tu vois. Donc, ce qui est énorme. Donc, en fait, quelque part, même si on rentre beaucoup d'argent, derrière, ça nous permet de redistribuer et en fait, c'est ça notre parti pris. C'est qu'on gagne, en gagnant moins, on gagne quand même. Et pour les entreprises qui ont moins de moyens, bah après, ça dépend aussi ta façon de fonctionner, ton business plan. Mais l'idée, c'est toujours de se dire que en octroyant des droits qui vont dans le bien-être du ou de la salariée, tu gagnes moins, mais en fait, tu le pressurises pas, tu le presses pas comme un citron. Et quelque Principe de part, la RSE. voilà, le bien-être, en fait, c'est de l'investissement. Mais c'est de l'investissement. Donc, ça te coûte au départ, mais ça te rapporte derrière. Donc, tu vois, une entreprise qui serait peut-être pas en santé financière, d'aller mettre une prime compensatrice de congé parental, je comprends que ce soit un coût qui soit important, quoique, puisque, encore une fois, c'est un investissement, mais peut-être que tu peux réfléchir à étendre un peu plus le congé maternité. Tu vois, ça peut être ça Tout à aussi. fait. Ou alors d'aller Ouais. rendre ton congé paternité obligatoire. Ça, mine de rien, en fait, tu peux très facilement le prévoir, en fait, en termes de coûts. Ok, pour l'instant, je vous propose de continuer. Déborah, est-ce que tu veux finalement Oui. conclure sur ce sujet-là? Oui, c'est ça. En conclusion, les 2 messages un peu qu'on voulait aussi faire passer, et merci beaucoup Laurie, hein, pour ton témoignage, c'est tellement inspirant donc on attend si jamais il y a des questions aussi. Le message à faire passer aussi en conclusion, c'est que dans les moyens d'action pour la santé féminine, on voit qu'il y a un petit peu 2 grands sujets. Il y a à la fois à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective dans l'entreprise. Et que pour l'échelle individuelle, s'informer et mieux comprendre aussi, pour mieux pouvoir anticiper et prévenir, ça passe à la fois par comprendre aussi la physiologie de son corps, son cycle, repérer les signaux d'alerte. Donc voilà, je trouve ça toujours chouette de passer un peu de message de prévention pour vous, mesdames ou messieurs, voilà, couple, famille, mère, fille, sœur, vous avez forcément peut-être une femme dans votre entourage, donc il y a beaucoup d'enjeux, de bien se connaître, de bien se comprendre. Il y a des perturbateurs aussi du quotidien, que ce soit le stress, le sommeil, l'alimentation, les perturbateurs endocriniens qui vont venir impacter la santé et l'équilibre hormonal. Et il y a beaucoup de ressources aussi à disposition, que ce soit des plateformes, des livres, vos médecins, vos professionnels de santé, des podcasts, des choses pour se renseigner aussi sur le sujet. Si jamais voilà, vous pensez être potentiellement atteinte d'endométriose, que vous avez un projet fertilité qui va prendre du temps, que vous approchez 40-45 ans et que vous avez beaucoup plus de troubles du sommeil, de stress. Voilà, de vraiment échanger, de vous renseigner. Je vous invite vraiment là-dessus. Et puis, juste après, parce que je sais que c'est un frein, notamment l'accès aux informations et aux soins de santé, pour plein de raisons, que ce soit le temps à disposition, savoir vers qui se tourner, parfois les déserts médicaux aussi, les temps d'attente hyper importants pour des professionnels de santé. Il y a de plus en plus de plateformes, d'applications, de sites internet qui se lancent. Donc là, on vous a fait une cartographie, donc vraiment rangée, on va dire, par grand sujet de santé qui vont notamment souvent proposer des blogs ou des accès avec des professionnels de santé. Vous pouvez prendre rendez-vous plus facilement ou juste vous informer. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. De toute façon, vous aurez les informations dans les slides. Donc ça, c'est vraiment pour l'échelle individuelle. Et donc, slide après, sur l'échelle collective, l'entreprise, justement, peut avoir ce rôle-là aussi d'informer en interne ses salariés, justement, sur ces enjeux-là de santé, parce qu'on n'a pas forcément toujours y penser, savoir où prendre l'information. Donc, de sensibiliser, de former les équipes encadrantes, d'accompagner avec des solutions concrètes et finalement de le structurer, comme on en parlait tout à l'heure, en interne, avec toutes les actions aussi qu'a proposé Laurie, qui peuvent donner des idées. Je fais un tout petit coup de pub sur un de nos labellisés qui s'appelle Elia Lingerie, qui effectivement fabrique des culottes menstruelles réutilisables, évidemment. Donc je vous invite vraiment, on vous mettra le lien dans le site, enfin à l'issue de la réunion, mais je vous invite vraiment on arrive bientôt au cadeau de fin d'année, ce genre de choses, donc je vous invite vraiment à oser, à passer le cap et typiquement pour fournir chez cette très belle entreprise engagée qui a bénéficié notamment de 2 labels, à la fois celui de Blicorp et le nôtre qui a atteint le plus haut niveau chez nous, qui est le 3 étoiles. Donc entreprise au-delà de ça extrêmement engagée. Voilà. Euh, pour prolonger cette réunion, on vous invite à consulter le podcast qu'on a fait ensemble il y a un petit mois de ça, Déborah, qui est actuellement, qu'on vient de publier hier sur notre chaîne de podcast. On aborde des sujets aussi différents de ce qu'on a abordé aujourd'hui, donc il y a une vraie complémentarité avec
avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et puis, on va passer sur la phase de questions-réponses en haut. Je vais arrêter l'enregistrement. Et on vous invite là, le prochain grand événement, c'est le mercredi 17 juin. On n'a pas encore ouvert les inscriptions, mais on vous le dit à l'oral. Donc, ce sera Olivier Amand qui sera présent, qui sera notre guest star du Positive Day de l'année prochaine. Donc, on vous invite vraiment déjà à réserver votre soirée du 17 juin. Elle va être passionnante et robuste pour ceux qui voient le petit lien. Voilà, on a fait le point enfin, on a abordé une partie de ce sujet-là qui est évidemment infini. Je dirais que l'étape première, c'est déjà d'organiser un groupe de travail interne. Enfin, si on suit la logique, notamment de celle de Chaudot, qui a été d'organiser un groupe de travail en interne pour aborder ces sujets-là, je pense que c'est vraiment la première action à mener dès lundi prochain. Et je ne sais pas, Déborah, toi, si tu avais d'autres conseils à donner d'applicatifs immédiats sur ces sujets. Ouais, c'est vraiment d'en parler le plus possible pour pouvoir lever certains freins directement d'accès à l'information en interne. Et de profiter, c'est très bien, tout ce qui est Octobre Rose, semaine qui a été dédiée au travail, en mars, endométriose, c'est très bien justement de profiter de cet temps fort-là, puisque ça légitime la parole facilement, et ensuite de voir justement l'intérêt que ça a pu susciter et de continuer à faire passer le message et à s'engager. Merci beaucoup à Déborah, merci beaucoup à Laurie, merci beaucoup à Gladys d'avoir préparé aussi ce webinaire. Merci à toutes celles et ceux qui sont présentes et présents aujourd'hui de s'intéresser à ce sujet-là. Vous étiez assez nombreux et encore merci de prendre ce sujet en considération qui est encore une fois trop tabou dans les entreprises et qu'on a essayé de mettre en lumière pendant cette petite heure ensemble.